On a été très outillés sur les méthodes, sur les approches, sur les différentes thématiques. I have learned a lot, like data collection. I have learned some tools that I can use on the field to collect data. I have learned tools that I can use to analyze data. Pouvons-nous raisonnablement évoluer vers la gouvernance foncière si nous ne réglons pas le problème de capacité? Est-ce que avons-nous de l'expertise pour répondre à la question? Bonjour et merci de suivre cette capsule spéciale. Nous la consacrons au Network of Excellence on Land Governance in Africa, notamment sa branche Afrique centrale. Le foncier est un objet trop important et un outil trop stratégique pour être laissé entre les mains des chercheurs et experts qui travaillent en isolation dans leur discipline. Voilà pourquoi le NELGA Afrique centrale poursuit l'organisation des séminaires méthodologiques pluridisciplinaires et interdisciplinaires sur des questions foncières. Les 27 et 28 février 2024, les étudiants de différentes universités d'Afrique centrale ont été conviés à une autre messe méthodologique à l'université de Yaoundé 1. Ils ont en commun d'être inscrits en cycle de recherche, d'appartenir à différentes disciplines des sciences sociales et de travailler sur des sujets qui traitent ou abordent les questions foncières. Certains ont tenu à assister à l'événement en présentiel. D'autres, plus nombreux encore, ont suivi les différentes articulations en ligne. Qui dit foncier dit droit. C'est un paquet d'outils de droit. Certains sont explicites, d'autres le sont moins. Comment on s'y prend? Et puis tout cela tourne autour d'une terminologie. Si vous n'utilisez pas les bons mots, on ne va pas vous comprendre. En ouverture, qui de mieux que le professeur Paul Chawa, géographe et coordinateur du NELGA Afrique centrale, pour planter le décor? Il a situé les enjeux du foncier aussi bien pour la recherche que pour différents pans du développement de nos pays. Il n'est pas possible d'envisager un développement urbain cohérent, efficace, sans adresser la question foncière. Il est impossible de s'engager véritablement dans la préservation des ressources naturelles si la question des droits sur les ressources n'est pas réglée. Il n'est pas possible d'éradiquer les conflits de toutes sortes si la question des droits d'accès, des droits de contrôle, des droits de propriété, si ces différentes questions ne sont pas réglées. Et quelquefois, il y a même des chevauchements entre différentes initiatives de développement. Vous voyez, des lieux qui sont ciblés pour le développement minier, qui sont en même temps convoités pour le développement agro-industriel, qui sont quelquefois convoités pour la préservation, n'est-ce pas, pour la conservation de la nature. Et donc, toutes ces questions posent de gros problèmes et la question foncière est essentielle. Lorsque les juristes abordent le droit du foncier, devant un public hétérogène, une question vient à l'esprit. La voici. Pourquoi est-il important pour des étudiants non juristes d'aller consulter des travaux de recherche en droit foncier? Le professeur Pierre-Étienne Kaifa qui répond avec aisance. Agrégé de droit privé, il dirige le département de théorie du droit à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2. Le droit est un phénomène qui touche tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas fait des études de droit. C'est d'abord un instrument de régulation de la cité. Et donc c'est un instrument que tout citoyen est appelé à rencontrer de manière directe ou indirecte. Du coup, lorsqu'on monte au stade de la recherche, les non-juristes, c'est-à-dire les chercheurs des autres disciplines, dans le processus de construction de leur recherche, rencontrent parfois des situations traitées de manière directe ou indirecte par le droit. Et il est important qu'ils aient
le réflexe d'aller chercher l'information au bon endroit. Ça leur permet de rendre une recherche qui n'a pas de faute. Parce qu'au fond, l'un des enjeux de la recherche, c'est éviter les fautes. Et l'une des fautes majeures en recherche, c'est la méconnaissance des sources. Quand vous avez raté une source, vous avez commis une faute. Donc, la mission des juristes, c'est de rappeler aux non-juristes où ils peuvent trouver des éléments de réponse à des préoccupations juridiques qui leur apparaissent au cours de leurs travaux. Et pour les étudiants juristes alors, que doivent-ils savoir lorsqu'ils décident de mener une recherche sur le segment du foncier? Dans les systèmes africains traditionnels, le droit foncier n'était pas un phénomène étatique. C'était un phénomène limité. Les étudiants juristes ont intérêt à savoir ces mécanismes de base pour comprendre la mutation qui a eu lieu. Lorsque la colonisation est arrivée, au lieu de construire le droit de la terre, le droit foncier, en fonction de l'observation de la réalité, ils ont choisi de construire un droit justifié par les objectifs qui étaient les leurs. Accéder à la terre sans payer. Faciliter l'installation des colons sans payer la terre, ou si on veut être plus général, sans purger les droits sur la terre. Et l'une des difficultés auxquelles ils avaient fait face, c'était la compréhension de la question foncière, le rapport des Africains à la terre. La terre n'était pas considérée comme un bien. Donc, si on voulait faire une réglementation qui tienne compte de la réalité, il fallait partir de ce phénomène. Or, les États occidentaux ne voulaient pas de ça. Ils avaient envie d'exploiter la colonie. Donc, ils ont remplacé le droit en vigueur par un droit totalement fabriqué. Les étudiants ont donc intérêt à connaître ce background historique pour comprendre le droit en vigueur. Ça leur permet de vérifier si le droit en vigueur permet de résoudre tous les problèmes. Or, ils réalisent eux-mêmes que les conflits sont tellement latents, l'ineffectivité des règles est tellement importante qu'ils doivent repenser le système. Et pour repenser le système, il faut connaître la matière, connaître le champ de la matière et puis connaître les instruments de travail dans la matière. Là, ils font de la recherche qui va aider à avancer dans la société. Dans le temps consacré à la géographie, les professeurs Nathalie Kosumna Liba de l'Université de Maroua et Joseph Olenou de l'Université de Kinshasa ont montré la voie à suivre lorsqu'on se trouve face à une question foncière avec l'obligation d'avoir un regard de géographe. Un exposé complété en salle par le docteur Colin Scana, cartographe, ancien cadre à l'Institut national de la cartographie du Cameroun. Il enseigne aujourd'hui à l'université de Tchang. Pour lui, pas question d'aborder le foncier sans procéder à la spatialisation. Généralement, dès qu'on parle de foncier, il faut des éléments de localisation. Ce sont ces éléments de localisation-là qui donnent la valeur au bien. Et donc, la dimension spatiale permet, déjà, c'est un élément d'inventaire et de validation de l'effectivité du bien. Sur un site foncier, tant que vous ne voyez pas la position du terrain et surtout ses dimensions, vous pouvez douter de son existence. Ensuite, c'est un élément de description et d'évaluation du bien. Par exemple, on vous dit le terrain a une largeur de 10 mètres et une profondeur de 20 mètres. Ça, c'est des aspects de dimension spatiale. Et à partir de là, on peut calculer la superficie. La dimension spatiale permet également d'apprécier le niveau de saturation, de concentration ou de disponibilité foncière. Donc, si je veux engager un projet, par exemple de construction d'un barrage, et que j'invite le foncier, la dimension spatiale me permettra de voir quelles sont les personnes qui vont être affectées par ce projet-là. Également de l'université de Tchang, le professeur Vivien Méli-Méli regarde les questions foncières avec l'œil de la sociologie et de l'anthropologie, deux sciences qui placent l'homme, son environnement et ses croyances au-dessus de toute autre considération. En matière foncière, il faudra donc porter une attention particulière aux représentations que les groupes humains se font sur l'espace. Chez les peuples de l'Ouest Cameroun, par exemple, la forêt sacrée n'est pas et ne sera jamais à vendre, même si la cause, c'est le passage d'une route. Le socio-anthropologue permettra, dès lors à des bailleurs de fonds, de comprendre pourquoi tel ou tel groupe sociologique est attaché à tel ou tel autre espace.
Pour le reste, le chercheur devra faire des choix méthodologiques qui soient à même de lui permettre une meilleure exploration de son sujet. L'on arrive finalement à la question de la collecte et du traitement des données. Elle est transversale aux sciences sociales. Lorsqu'on veut réaliser un mémoire ou une thèse, l'on procède d'abord à une recherche documentaire pour savoir quel est l'état de la question. Le professeur Rose Mediebouchinji de l'Université de Yaoundé 1 indique dans son exposé qu'il y a une panoplie d'archives scientifiques disponibles dans les bibliothèques physiques et numériques. De plus en plus, le numérique éducatif avec la facilitation que nous donnent les logiciels de l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut accéder à de grandes bibliothèques. Je ne saurais les citer tous ici, mais dans ma présentation tout à l'heure, j'ai essayé de donner quelques indications aux étudiants et je reste ouverte à cela. HALThesis, par exemple, est une archive ouverte qui propose des milliers de thèses de doctorat. L'étudiant en droit pourra retrouver des textes normatifs sur le foncier sur FAOLEX, une base de données en ligne de la FAO. Au-delà de la recherche documentaire, il y a des enquêtes de terrain. On parle tout de même des sciences sociales. Autrefois, le chercheur devait tout noter au stylo dans un calepin et se balader avec des centaines de milliers d'exemplaires de questionnaires. Le numérique simplifie la tâche aujourd'hui. Le docteur Frank Willisop propose d'utiliser un outil appelé Kobo Collect. Développeur territorial, il est le directeur général de Sogefi, une entreprise qui réalise des travaux géomatiques et fonciers. Kobo Collect est un outil qui est en réalité un formulaire numérique de collecte d'informations sur le terrain qui va ainsi faciliter l'identification, la collecte de l'information pour les étudiants qui ont l'habitude de travailler de manière traditionnelle avec des papiers. L'outil Kobo va faciliter la collecte, l'analyse, l'interprétation même parfois lorsqu'ils travailleront avec d'autres outils en complémentarité. De façon très concrète, ça marche comment? Alors, de façon concrète, il s'agit en réalité d'un outil qui permet de dématérialiser les questionnaires papier qu'on a l'habitude d'utiliser lors de nos enquêtes en questionnaire numérique. Ensuite, de télécharger ce questionnaire-là sur les téléphones portables ou sur les tablettes et avec ou sans la connexion Internet, de réaliser vos enquêtes sur le terrain et au retour de la maison ou du bureau ou à l'école, vous renvoyez ce formulaire automatiquement dans une base de données qui permet ensuite d'analyser rapidement les données que vous avez collectées, ce qui permet ainsi de faciliter l'interopérabilité et l'échange d'informations avec d'autres logiciels ou bien d'autres chercheurs. Donc c'est vraiment un outil qui est très innovant, qui permet comme ça de révolutionner la façon de collecter l'information à l'échelle du territoire. Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à ceux qu'on connaissait déjà, notamment ODK Collect? Non, disons que l'outil Kobo aujourd'hui permet non seulement d'intégrer les formulaires comme des questionnaires que nous connaissons en façon numérique, mais en plus de pouvoir interagir avec les objets géométriques. C'est que les dernières versions de l'outil aujourd'hui vous permettent de pouvoir travailler avec l'ensemble des primitifs d'objets géographiques, les points, les lignes, les polygones, et de pouvoir y associer des attributs qui généralement sont liés au formulaire de collecte. Donc l'avantage c'est que cet outil, en plus de collecter les informations, vous permettront aujourd'hui de prendre des photos, de collecter des audios, des vidéos, vraiment toute une panoplie d'éléments, de relève du terrain qui faciliteront ainsi aux chercheurs l'identification et l'analyse d'une situation diagnostique, etc. Là, c'était une vue générale de ce qu'on peut faire avec Kobo Collect. Voyons à présent ce qu'on peut en faire lorsqu'on travaille spécifiquement sur le foncier. En matière foncière, plus précisément, l'outil Kobo va apporter une révolution dans l'identification des problématiques foncières. Vous savez, c'est un secteur sur lequel beaucoup de conflits en fait, opposent un ensemble d'acteurs et grâce à un outil comme Kobo, vous allez pouvoir faire la collecte de l'information sur les parcelles, sur les personnes et les relations entre les différents individus pour mieux comprendre les interactions qu'il y a entre les parties prenantes pour faciliter donc l'identification du problème, le diagnostic et le décideur ensuite ou le chercheur pourra s'appuyer sur cette base de données
pour mieux comprendre et géolocaliser et visualiser les disparités et les éléments du territoire. Donc c'est vraiment un outil qui va faciliter le dialogue spatial entre les parties prenantes autour des problématiques foncières. Une fois qu'on a les données et qu'on les a traitées systématiquement, il faut encore être capable de les utiliser pour faire des analyses. En sciences sociales, le chercheur est souvent amené à effectuer des analyses multivariées. L'analyse multivariée, il y a plusieurs. Logistique, factorielle, à composant principal et tout ça. Mais ça a des avantages. Le docteur Johnson Teke, démographe et cadre au Bureau central de recensement et d'études de la population, nous explique ici pourquoi il faut recourir aux analyses multivariées. A multivariate analysis is the type of analysis that we look at the dependent variable, which is the variable that responds to other variables, and the series of variables that influence it. For example, if we are looking at children's education, we know that children's education is influenced by the education of the parents, the milieu where they stay, the income of the parents, and so on. So we take children's education and we analyze it in relation to all those variables that influence it. That is in contrast to taking like a child's education and looking at the education of the mother alone. But we combine all the factors involved in child education together, and we can now see how the factors collectively affect a child's education. Nous avons amené le docteur Johnson Teke à prendre un exemple sur le foncier pour démontrer la pertinence des analyses multivariées. When we look at the access of women to land, it may depend on the ethnic group, it may depend on the woman's education, it may depend on the number of children in the family, it may depend on her income, and so on. So we can look at this access to land or not, in relation to this series of factors, and see which of the factors may be more important or less important. Qu'il traite du foncier ou pas, le chercheur est astreint au respect de l'éthique. Le professeur Pascal Koumawa s'est chargé de délivrer une liturgie sur l'éthique de la recherche. L'anthropologue en service à l'université de Yaoundé 1 a par exemple indiqué qu'il est interdit de corrompre les personnes ressources pour avoir des informations. Corruption. You want to pay money, you want your protocol to advance very fast. When you go to the field, you need to see a sous-prefect wants you to motivate you. Even research participants, those from whom you collect data, you say they don't want to be avant de répondre à la question. All right, next one. So you have seen what ethics is, what research is, but now look at the link between research and ethics. So research ethics is incorporating ethical principles into the practice of research. So you take ethical principles and incorporate operationality when you are practicing research. That's what research ethics is. And it may involve a balance between and within principles and practice. All stages, all those involved from inception of research through the completion and publication of results and beyond. Ethics, research ethics is applied from when you start thinking about doing research in your lab to when you end and publish the check. So research ethics is continued till you publish, even after publication. Que pensent les bénéficiaires de ce séminaire méthodologique de 2 jours? Globalement, ils disent en avoir assez appris. I have learned a lot, like data collection. I have learned some tools that I can use on the field to collect data. I have learned tools that I can use to analyze data. As well as I have learned how to construct my research work, that is my problem statement, and so on, all the parts that are being concerned in the research work. Et cela va me permettre particulièrement de rédiger soigneusement mon projet de mémoire qui est en cours et aussi mes études de terrain
Et en plus de cela, nous disons merci à la NELGA pour sa disponibilité avec ses outils personnels, notamment avec les experts dont il a mis à notre disposition. Et nous lui disons grandement merci pour cet accompagnement dans le scientifique. On a été très outillés sur les méthodes, sur les approches, sur les différentes thématiques. Et je pense qu'au vu de tout ce qui a été dit depuis hier, nous, chercheurs, ou bien nous, les étudiants qui sommes en train de nous lancer dans le domaine de la recherche, nous avons déjà des connaissances vraiment utiles pour pouvoir nous lancer. Donc, moi, je suis très ravie déjà d'avoir participé à ce séminaire. C'est vrai que c'est sur 2 jours, mais durant ces 2 jours, on était beaucoup je vais dire quoi? On était beaucoup outillés et on a reçu de riches informations. Donc pour moi déjà, je vais prendre position, pour moi déjà, je peux déjà dire que je peux me lancer dans le domaine de la recherche sans pour autant, en évitant certains pièges, parce que j'ai été vraiment bien cadré et bien recadré. J'ai retenu comment traiter les données, comment analyser les données. C'est ce point faible que je viens de renforcer. C'est ce qui m'a plus marqué, puisque la méthodologie, elle est enseignée pendant nos cours, mais ce que les intervenants nous ont partagé leur expérience, ça nous a vraiment aidé. Que désormais, on va aller à la vitesse supérieure pour nos rédactions, puisqu'on a les techniques qu'ils ont expérimentées et partagées avec nous. La GIZ est l'organisme qui finance les activités du Network of Excellence on Land Governance in Africa. Son représentant, Nadège Takougan, a modéré les travaux dont elle juge la pertinence. Je trouve que les étudiants sont très motivés, ils sont vraiment demandeurs, donc cet atelier est vraiment tombé à point nommé. Donc je trouve qu'il y a une motivation générale, ils posent des questions, ils profitent vraiment de toute l'expertise que NELGA a mobilisée pour eux, de toutes ces personnes ressources, tous ces professeurs qui sont venus pour faire des exposés. Donc pour moi, c'est vraiment un franc succès. Notamment, on a beaucoup parlé d'éthique hier, l'éthique dans la recherche. Je crois que c'est quelque chose qui a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions. Bref, je trouve que toutes les thématiques qui ont été choisies étaient vraiment appropriées. La méthodologie générale, la structuration et la problématisation d'un projet de recherche était au menu de ce séminaire de février 2024. Les prochains séminaires vont sans doute aller beaucoup plus en profondeur. Nous nous ferons le devoir d'en rendre compte au nom du triomphe de la science et du service qu'elle peut et doit apporter à la société. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt.